Vous parlez tout à l'heure de la clinique de la mondialité. Effectivement, c'est un livre qui est paru en 2017. Et j'aimerais bien savoir, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par clinique de la mondialité? La clinique de la mondialité, c'est un vaste projet. Un vaste projet qui est à la fois clinique, thérapeutique, épistémologique, mais aussi politique. Mais politique dans le sens grec du terme, dans le sens du vivre ensemble. C'est bien pour cela que j'ai sous-titré justement cet ouvrage, Vivre ensemble avec soi-même, vivre ensemble avec les autres. Je pourrais résumer la clinique de la mondialité à travers 3 axes. Premièrement, c'est un prolongement des cliniques classiques et des cliniques ethnopsychiatriques et transculturelles. Par exemple, on définit souvent la psychologie clinique comme étant l'étude du sujet singulier. Mais on sait très bien que ce sujet singulier est toujours dans d'autres espaces, dans d'autres ensembles. On a l'habitude de passer en revue la famille, l'institution, la société. Avec la clinique de la mondialité, j'ai voulu faire un pas de plus pour essayer de penser aussi le sujet dans l'environnement monde. C'est-à-dire qu'un individu aujourd'hui, un sujet aujourd'hui, un enfant, un adolescent et un adulte aussi, est non seulement traversé par des problématiques familiales, institutionnelles, sociales, sociétales, mais aussi par des problématiques mondiales. Donc j'ai voulu faire un pas de plus, justement, pour enrichir un petit peu la clinique classique. Ça, c'est un premier volet dans ce premier axe. Un deuxième volet, c'est aussi une critique et un prolongement des approches ethnopsychiatriques et transculturelles habituelles. On sait que ces approches-là, par ces approches, il y a beaucoup de chercheurs, de cliniciens aussi, qui ont tenté de prendre le contre-pied des approches ethnocentrées. Donc c'est très intéressant. Mais sauf que aujourd'hui, dans nos sociétés mondialisées, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces approches, même si elles sont efficaces, mais elles sont prises très souvent dans une sorte d'ethnocentrisme inversé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la crise migratoire, on va voir se développer pas mal de formations pour prendre en charge les migrants. Donc le risque ici, c'est d'en faire une approche exclusivement centrée sur les migrants. Or, la clinique de la mondialité invite à prendre en charge non seulement les migrants, mais aussi les non-migrants. Non seulement les migrants, mais aussi ceux qui portent un regard sur ces migrants-là. Donc, le projet de cette clinique de la mondialité, c'est de prendre la société dans son ensemble, le monde dans son ensemble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par lequel j'aime beaucoup définir la clinique de la mondialité, c'est de dire que c'est une façon de prendre le monde pour objet. On sait prendre la famille pour objet, toutes les problématiques familiales, on sait prendre l'institution pour objet, on sait prendre la société pour objet, et pourquoi pas le monde. Effectivement, c'est quelque chose qui donne et qui peut donner le vertige. Je suis d'accord avec ça. Mais par les temps qui courent, avec toute la question des attentats, des attaques terroristes, d'un certain nombre de choses, et plus récemment, la question de cette pandémie, on voit comment les problématiques sont mondiales et que nous devons développer des dispositifs, des outils à la hauteur des enjeux. Aujourd'hui, on ne peut pas se centrer uniquement sur des approches nationales, ethno-centrées, c'est-à-dire ce qui se passe en France aujourd'hui est en lien avec ce qui se passe au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, au Japon et dans un certain nombre de pays d'Afrique. Si on pense en termes d'attentats, de terrorisme, etc. Donc, deuxième axe, c'est une façon de prendre ce monde-là pour objet. Et c'est pour cela que l'un des débats qui est dans cette clinique de la mondialité, c'est toute la tension qu'il y a entre mondialisation, c'est-à-dire la mondialisation capitaliste et financière, et la mondialité qui met beaucoup plus l'accent sur l'humanité, ce que je considère comme étant le socle même de notre identité. Et ce qui m'amène au troisième axe, et par lequel je définis la clinique de la mondialité, c'est de se penser dans ce monde-là. Comment on se pense dans ce monde-là? Un individu qui arrive au monde, on lui apprend à se penser dans sa famille,
On lui apprend plus tard à se penser dans des espaces institutionnels comme l'école, dans la société, etc., dans son pays. Mais comment se penser dans le monde, surtout maintenant avec la question des réseaux sociaux, où on assiste, comme dirait la Plantine, à un rétrécissement de l'espace et une accélération du temps. Comment se penser dans ce monde-là? C'est ce qui fait que on sait très bien que la question identitaire, c'est un enjeu crucial dans nos sociétés mondialisées. Ce qui fait que très souvent, on se pose la question de qui suis-je? Il y a d'autres artistes, je pense notamment à Daniela Ferrière, qui posent la question de où suis-je? Moi, je propose de poursuivre cette réflexion en ajoutant deux questions. Quand suis-je? Pourquoi quand suis-je? Quand suis-je? Parce qu'un individu, un adolescent qui arrive dans ce monde du 21e siècle aujourd'hui, il arrive, il fait face à toute une série d'héritages, notamment des héritages identitaires qui lui disent qui être, et comment il va composer avec cet héritage-là. Okay? Au fur et à mesure qu'un enfant prend conscience de sa subjectivité, de sa présence dans le monde, il va se poser cette question-là. Tout dépend de l'environnement dans lequel il vit. C'est ce qui fait que, au fur et à mesure qu'on grandit, on prend conscience de soi, on est amené à se poser une autre question. Où en suis-je? Pour moi, la question de l'identité, maintenant, c'est où en suis-je? Où en suis-je, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je fais de cet héritage-là? Qu'est-ce que je fais de cet héritage que mes parents, que mes ancêtres, que mes aînés m'ont légué? Il y a plusieurs façons de faire face à un héritage. On peut refermer les yeux et ne pas regarder. Mais on peut aussi ouvrir les yeux et accepter cet héritage-là, même si cet héritage-là peut avoir un certain nombre de zones d'ombre. Un exemple. Parce que, est-ce que je suis esclave parce que mes parents ou mes arrière-grands-parents ont été esclaves? Est-ce que je suis colon parce que mes parents ou mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont été colons? Non. Mais mes grands-parents peuvent avoir été colons, mes grands-parents peuvent avoir été esclaves. Je dois assumer, je dois regarder cet héritage-là. Ça me constitue. Maintenant, au XXIe siècle, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ce passé-là? Qu'est-ce que je fais des traces des siècles passés? Et aujourd'hui, quand on regarde dans les réseaux sociaux, dans les médias, et même dans la société, dans la vie quotidienne en général, un certain nombre de crispations identitaires qui s'opèrent, hein, on voit que les uns se montent contre les autres, etc. Pour moi, cela traduit un défaut de transmission de cet héritage, un défaut de traitement de cet héritage-là. Et c'est pour cela que je parle de la nécessité au XXIe siècle d'éduquer à la mondialité. Éduquer à la mondialité, cela veut dire quoi? Cela veut dire éduquer à la diversité du monde, avec comme référentiel l'humanité. Il est temps aujourd'hui de se passer d'un certain nombre de référentiels erronés comme la couleur de peau, l'origine géographique, la langue que l'on parle, les croyances, l'accent qu'on a. Mais tout ça, ça participe de la richesse du monde. Il est temps de passer de ces référentiels erronés pour aller vers le seul référentiel qui vaille en matière d'identité, c'est-à-dire l'humanité, notre humanité commune. Voilà le projet de cette clinique de la mondialité que j'ai essayé de présenter selon ces trois axes.